Bonjour à tous. Donc, on est ravis de vous avoir à Marseille pour cette session du DU. Donc, je vous présente le professeur Benjamin Blondel, qui est chirurgien du rachis à l'hôpital de la Timone à Marseille. Moi, si vous ne connaissez pas encore. Docteur Amélie Lénard, qui est infectiologue à la fois à l'IHU et à l'hôpital Nord dans les hôpitaux de Marseille. Et nous allons donc vous présenter un cours aujourd'hui sur la spondylodicite. Hop, nous partageons l'écran. Voilà, donc, du coup, la spondylodicite se définit par l'infection d'un disque intervertébral et qui atteint ensuite les corps adjacents, qui a une incidence assez rare, puisqu'on en retrouve 2 à 12 cas pour 1 million d'habitants, avec des populations à risque, les personnes âgées, mais aussi les patients immunodéprimés ou les patients provenant de zones d'endémie pour certaines pathologies. On va voir qu'il y a 2 grands cadres nosologiques dans les spondylodicites, les formes non tuberculeuses et le mal de Pott. Et juste pour débuter avec quelques petits rappels anatomiques, c'est donc une infection du disque. Le disque est composé de 2 parties, une partie périphérique fibreuse et une partie centrale qui est composée de beaucoup de structures hydrophiles et avec une vascularisation qui est très mauvaise, notamment chez l'adulte. La physiopathologie de la spondylodicite, c'est essentiellement donc une cause iatrogène, soit par ponction ou par nucléotomie, mais ça peut être aussi des atteintes par continuité, par exemple sur une fistule dans le cadre de chirurgie cervicale, mais également des voies hématogènes qui vont passer dans ce cas-là par le plateau vertébral. Chez l'adulte, on a plutôt un tableau de spondylite, un embryon septique qui va disséminer dans la région sous-chondrale. Et chez l'enfant, comme les artérioles pénètrent encore le plateau vertébral, c'est une infection primitivement discale qui va ensuite s'étendre au plateau. Les localisations de spondylodicite vont être essentiellement thoracolombaires et lombaires, mais il faut toujours garder en mémoire qu'on peut en avoir de partout sur la colonne vertébrale et qu'il existe un certain nombre de formes multi-étagées. La première étape donc, de ce cours, c'est spondylodicite non tuberculeuse, où on va avoir donc soit un cadre d'inoculation directe, c'est donc une atteinte iatrogène avec un délai qui est relativement court. Ça peut être en post-opératoire, soit d'un geste percutané ou soit d'un geste chirurgical, par exemple une hernie discale, c'est relativement rare, heureusement. À l'inverse, on a donc les voies hématogènes, ou alors dans ce cas-là, la porte d'entrée va être à distance de la lésion. L'origine peut être multiple, elle peut être urogénitale, peut être cutanée, respiratoire, ORL ou digestive. Donc on va avoir soit, comme on l'a vu en fonction de l'âge, soit une spondylite première et ensuite une atteinte discale, ou soit une dysite première chez les jeunes notamment. Le terrain traditionnel, c'est plus souvent des hommes, soit à l'adolescence ou soit chez les patients de plus de 50 ans, avec souvent un terrain favorisant qu'on a vu et qui était principalement l'immunodépression. Ces spondylodicites représentent environ 4% de la totalité des infections osseuses et il faut se rappeler que dans 20% des cas, les atteintes vont être multifocales et il sera donc très important de toujours rechercher la totalité de la colonne vertébrale. D'un point de vue bactériologique, avant que Amélie vous décrive plus précisément les différents types de bactéries qu'on rencontre, on a rapidement, majoritairement du staphylocoque doré et tous les germes qu'on retrouve fréquemment dans les infections ostéo-articulaires, avec quelques formes plus rares qu'Amélie vous décrira. Ce qui est important de noter, c'est que le germe est inconnu ou en tout cas pas identifié dans 20 à 30% des cas, et qu'il va falloir être vraiment rigoureux dans la recherche de ce germe. D'un point de vue clinique, la spondylodicite est globalement assez pauvre à l'examen. Ça se traduit très souvent et malheureusement par un retard diagnostique, et ce retard diagnostique a été évalué en moyenne à 3 mois. Pourquoi? Parce qu'en fait, les signes sont assez frustres, c'est des douleurs chroniques, une petite fièvre au long cours. Il y a quelques formes aiguës où on va avoir des douleurs aiguës, voire des épisodes septicémiques, mais qui sont heureusement assez rares. Donc, d'un point de vue clinique, le diagnostic va se faire essentiellement sur une association de petits signes, fièvre au long cours, on peut voir des amaigrissements, des douleurs rachidiennes qui vont être donc plutôt de type inflammatoire,
Et on peut voir également, dans un certain nombre de cas, des symptomatologies radiculaires, voire des atteintes médulaires avec des syndromes pyramidaux ou des troubles sphinctériens. On peut voir également des complications ou des abcès à distance qui peuvent donner par exemple un psoïtis si on a une atteinte du muscle psoas ou des atteintes articulaires périphériques qui vont donner des ostéoarthrites ou, plus important, une endocardite. D'un point de vue biologie, on va retrouver donc un certain nombre de critères inflammatoires avec différents signes biologiques en fonction du germe. Et l'objectif va être surtout de tout mettre en œuvre pour identifier ce germe. D'un point de vue de l'imagerie, il existe donc différents types d'imagerie qui vont être réalisables pour la prise en charge et le diagnostic de ces spondylodicites. La première des choses qu'on peut faire, c'est de la radiographie standard. L'avantage de la radiographie, c'est que c'est facile à obtenir. L'inconvénient, c'est que les signes sont souvent retardés et que du coup, on va avoir un diagnostic souvent à un stade tardif. Et les principaux signes radiographiques vont être un pincement discal, la présence d'une ostéolyse ou des phénomènes plus tardifs de reconstruction, voire dans les formes graves de déformation, essentiellement en 6 fautes. Le deuxième examen disponible va être le scanner ou tomodensitométrie qui va mettre cette fois-ci en évidence des images plus précoces et qui sont essentiellement l'importance de la destruction osseuse. Vous voyez ici des exemples où on voit une atteinte discale qui s'étend aux plateaux vertébraux et qui peut entraîner une déstabilisation de la colonne vertébrale. La scintigraphie est faisable, elle donne des images précoces avec traditionnellement une hyperfixation globale mais un foyer d'hypofixation centrale. À l'heure actuelle, l'examen le plus sensible et reproductible dans le diagnostic de la spondylodicite, c'est l'IRM, avec une sensibilité qui est supérieure à 95%, et se traduit en fait par un hyposignal en T1, un hypersignal en T2, de l'os et du disque, ce qui la différencie de la discopathie, et cet hypersignal va être rehaussé en T1 par le gadolinium, ce qui aussi la différencie de la discopathie ou d'une fibrose ou d'un aspect classique en post-opératoire. L'IRM a d'autres avantages, c'est qu'elle va aussi donner des informations sur les disques sus et sous-jacents, la recherche d'abcès, l'évaluation des structures neurologiques ou des muscles, par exemple, tels que le psoas. Vous avez ici, par exemple, des IRM qui mettent en évidence des spondylodicites post-opératoires à droite, avec le fameux hyposignal T1 qui est rehaussé lors de l'injection de gadolinium dans les suites d'une chirurgie de hernie discale. Merci Benjamin. Vous êtes au stade où vous êtes certain que c'est une spondylodicite et clinique et sur l'IRM. Et finalement, qu'est-ce qu'il vous faut? Il faut savoir c'est une spondylodicite à quoi, à quel germe. C'est indispensable. Hein. Il faut essayer de ne jamais commencer une antibiothérapie. On a dû vous le répéter déjà à votre première session. On va vous le répéter aussi encore à celle-ci et aux prochaines. Vraiment dans toutes les infections en général et l'ostéo-articulaire encore plus, je pense, il faut essayer de ne pas mettre les antibiotiques avant d'avoir fait les prélèvements. Donc, il faut faire des prélèvements multiples, jamais un seul prélèvement. Donc, quand c'est chirurgical, c'est assez facile d'aller faire 4, 5 ou moins 5, c'est bien prélèvements. Si c'est sous scan, il faut essayer d'en faire 2 à chaque fois aussi parce que si on tombe sur certains microbes comme des staphylocoques coagulase négatifs, c'est toujours difficile de savoir si on est dans la contamination. Des hémocultures répétées, même en l'absence de fièvre, parce qu'on a parfois des surprises, surtout avec les bacilles gram négatifs. On verra que c'est souvent difficile. Donc, comme vous le disiez, Benjamin, dans 20 à 30% des cas, la biopsie chirurgicale, la ponction sous scan, tout ça, tout reste négatif, les hémocultures aussi. C'est ce que je vais un petit peu vous détailler, c'est toutes parce que c'est facile finalement quand on a des pyogènes, ils poussent assez vite, mais quand dans ces 30% des cas on ne trouve rien, est-ce qu'on part sur une antibioprobabilise pendant 6 semaines ou est-ce qu'on essaie de chercher un peu plus loin? Donc, ce qui est important là, ce que j'ai mis en jaune en bas, si vous avez des hémocultures qui poussent à Staph aureus, les conférences de consensus sont d'accord pour se passer à ce moment-là de la biopsie, parce qu'une spondylodicite avec des hémocultures positives, ça suffit.
Et aussi, elles sont d'accord toutes pour dire que parfois de répéter la biopsie, ça augmente de 40% quand même. Voilà, c'est pas parce que vous avez une biopsie positive, on peut avoir fait une ponction sous scan qui est négative et parfois on demande au chirurgien d'y aller et de refaire une ponction quand on n'est pas dans quelque chose de septique aigu. Donc là, grosso modo, la répartition, staphylocoque aureus et coagulase négative dans 50% des cas. Après, c'est les streptococcus dans 30% des cas. Donc, vous voyez, en 80% des cas, c'est des coccygrammes plus. Dans 15% des cas, des entérobactéries, donc surtout Escherichia coli, les PIO. Alors, l'Escherichia coli, ça va être plutôt dans les vertèbres lombaires à cause du plexus de Barton, qui est un plexus veineux qui irrigue le dôme vésical, en fait, et qui passe, qui remonte et qui est au contact des vertèbres lombaires. Donc, du coup, il y a une translocation bactérienne qui se fait à ce niveau-là. C'est pour ça que les spondylodycytes lombaires sont très souvent à germe urinaire. Et puis, dans 2% des cas, vraiment trop rien. Ce qui est important, c'est de pratiquer, de penser à pratiquer un examen d'extension moindre doute. Donc, si on a une bactériémie, on a tout le temps le réflexe de faire le TT, mais quand il n'y a pas d'hémoculture faite ou mal faite ou négative et qu'on a quand même un staph ou un strepto, il ne faut vraiment jamais oublier de faire au moins un TT-ETO parce qu'il ça serait un crime que de passer à côté d'une endocardite. Le scanner TAP aussi pour regarder. Alors, l'IRM montre les abcès du psoas et tout, mais parfois il peut y avoir. Ça peut être aussi une façon indirecte de trouver une endocardite si on trouve des abcès dans la rate ou dans le foie ou dans le poumon. Bon, le PET scan, c'est un peu plus. Pensez à la NAPAT, je vous ai dit, et ça, c'est bon. Ça aussi, en fonction sous scan, on a rarement de la NAPAT, c'est un petit peu dommage, mais selon le contexte, c'est bien d'avoir de la NAPAT parce qu'on peut avoir une spondylodycite infectieuse sur une néoplasie, enfin une métastase. Hein. C'est au contraire souvent le cas. Enfin, souvent le cas. Chez les personnes âgées, il faut faire attention à ça. Donc, quand les prélèvements sont stériles, qu'ils ont été faits dans de bonnes conditions, eh bien, il faut malheureusement, enfin pas malheureusement, il faut penser à d'autres bactéries qu'on n'aurait pas pu trouver de toutes les façons par ces méthodes standards. Donc, il y a la biologie moléculaire qui peut nous aider à rattraper des bactéries qui n'ont pas poussé en culture standard. Il y a des conditions de culture un peu particulières, par exemple les Propionibacterium acnes, ou le Cutibacterium maintenant, qui est un germe anaérobie qui pousse très lentement et qui donc va jamais pousser dans les 48-72 heures, qui parfois pousse à J10. Donc, il faut vraiment demander à vos laboratoires de garder en culture les prélèvements pendant au moins 15 jours. Hein. Nous, c'est ce qu'on fait ici. Les sérologies, on va en parler pour les autres germes donc intracellulaires. La PCR, alors à Marseille, on fonctionne avec ce qu'on appelle un kit os dans lequel en fait le chirurgien ne se pose pas trop de questions. Il y a des tubes pour la culture, des tubes pour la PCR et en plus les tubes pour faire les sérologies. C'est assez exhaustif, peut-être un peu trop aussi, mais bon, l'intérêt, c'est de ne pas avoir un chirurgien qui, un coup, va faire une seule biopsie, et puis le lendemain, un autre chirurgien qui va en faire 5, le surlendemain, qui va en faire que 2. Donc, si vous avez 2 germes différents, enfin, c'est toujours embêtant. Ou une fois sur 2 aussi, il faut toujours faire un nombre impair, hein, en tout cas au niveau chirurgical. Donc, bon, en tout cas, de faire ça au niveau de vos labos, ça peut être intéressant d'en parler avec votre laboratoire de microbiologie, vos chirurgiens, de préparer des petits sacs quand ils ont besoin de faire des biopsies osseuses pour que ça soit exhaustif, qu'il y ait de l'anapate et qu'il y ait plusieurs prélèvements, plusieurs pots et que ça ne soit pas oublié, quoi, et pas perdu aussi. Donc, on va en parler après, enfin Benjamin va en parler. Une des causes de spondylodycite qu'on ne va pas trouver en culture standard, c'est la tuberculose, donc le mal de Pott, qui ressemble quand même, qui est responsable de 2 à 5 de l'ensemble des tuberculoses, porte d'entrée pulmonaire, terrain à risque, enfin, Benjamin va en reparler.
Ensuite, pardon, les mycobactéries atypiques. Donc là aussi, il y a souvent des facteurs favorisants, traumatisme local, contact voilà, en baignade, aquarium pour les Mycobacterium marinum, tout ce qui est donc post-chirurgie ou post-ponction avec les xénopies, Mycobacterium xénopie, hein, je vous rappelle la clinique du sport, où il y avait eu pas mal de spondylodycites. Donc voilà, il y a souvent un gros facteur favorisant et ça peut être gravissime chez les immunodéprimés qui font des formes généralisées. Donc quand il y a une spondylodycite à mycobactéries atypiques, il faut faire un bilan d'immunodépression. La brucellose, on a eu une épidémie cet été, l'été dernier, non, il y a 2 ans, on dirait avec le Covid, on ne sait plus, de brucellose chez des patients qui étaient originaires d'Algérie. Ça peut donner des spondylodycites. Ce n'est pas la localisation la plus fréquente, mais bon, de toute façon, c'est une bactériémie. Donc voilà, il faut savoir y penser. Toujours interroger les patients de toutes les façons sur leurs conditions de vie, qui ils ont rencontrés, est-ce qu'ils ont des animaux, est-ce qu'ils vivent près d'une ferme, voilà, quand il y a des choses un peu bâtardes. La maladie des griffes du chat, hein, tout bêtement, le petit chaton qui vous griffe doucement mais sûrement, ça peut aller se localiser dans toutes les articulations en fait, et aussi dans les disques et faire des ostéomyélites vertébrales. Et enfin, la Kingella kingae qui est normalement, principalement vue chez l'enfant, mais il y a eu des cas de spondylodycite rapportés et d'arthrite rapportés chez l'adulte, donc il faut savoir, et c'est pareil, c'est un micro-organisme qui ne peut pas être retrouvé sur des cultures standards, donc il faut prévenir le laboratoire, quoi. Et le Whipple, enfin, qui donne des spondylodycites aussi, mais il y a souvent un tableau général avec polyarthrite, amaigrissement, diarrhée, qui peut, parfois, justement, on passe à côté, on pense, comme si c'est chez une personne âgée, on va penser plutôt à quelque chose de néoplasique, mais le Whipple, il faut y penser. Donc, c'est des PCR ciblés dans le sang, dans les selles, salive, urine, et puis sinon directement dans la biopsie. Le mycoplasme pneumoniae aussi, qui peut donner des spondylodycites, c'est quand même très rare, plutôt chez les terrains immunodéprimés. Voilà, donc en résumé, il faut toujours regarder quand les patients, les cultures standards, les hémocultures sont négatives, se reposer la question, sauf si on est dans le cas d'un sepsis sévère, voilà, s'il y a eu des contacts avec les animaux, qui est immunodéprimé, est-ce qu'il a voyagé et compagnie. Donc voilà, l'intérêt de la biologie moléculaire et le rôle de l'ADIMPAT aussi, qui est très très important. Donc pensez à ces petits kits, je pense que ça peut tous vous aider au quotidien. L'avantage aussi du kit, c'est de protocoliser en fait la stratégie et de toujours faire la même chose en fait. C'est ça, hein, c'est d'arriver à protocoliser pour que on n'oublie pas tel ou tel prélèvement dans la stratégie de dépistage ou de diagnostic de ces spondylodycites. On va un peu évoquer maintenant la stratégie thérapeutique. Plusieurs étapes dans ces stratégies thérapeutiques. Le traitement médical. Le traitement médical, il peut déjà comprendre une immobilisation par un corset. Le corset, il a un effet antalgique, il peut avoir d'autres effets, on va un petit peu en parler après. Et surtout, la prise en charge spécifique qui va être l'antibiothérapie, plus ou moins immédiate, qui va être probabiliste, puis adaptée, avec Amélie qui va nous expliquer plus en détail après qu'est-ce qu'on fait comme antibiothérapie, pendant combien de temps, quand c'est qu'on commence et comment on la surveille. Et en fait, pour la majorité des patients, cette stratégie médicale, elle va être suffisante. Voilà, c'est vrai finalement. On veut toujours que vous enleviez les abcès partout. Donc, alors déjà, l'antibiothérapie probabilise. Vous êtes face à un patient qui arrive avec une spondylodycite confirmée. Il faut savoir que c'est vraiment pas systématique de mettre une antibiothérapie probabiliste, puisque je vous le disais, il faut toujours attendre les prélèvements, que c'est rare que la spondylodycite s'accompagne, hein, ce que tu disais Benjamin, c'est plutôt quelque chose de subaigu, fébricule, altération de l'état général. Voilà, le côté sepsis sévère, spondylodycite, c'est rarissime.
Et c'est souvent dans les endocardites et tout. Donc, finalement, oui, là, il faut mettre une antibiothérapie. Donc, l'indication sepsis grave, post-opératoire immédiat. Bon, là, ce n'est pas trouble neurologique, forte suspicion clinico-radiologique sans documentation. Oui, si au bout d'un moment, on a fait le tour et qu'on ne trouve rien, on y va. Donc, l'antibiobiliste, du coup, elle n'est pas vraiment consensuelle au niveau mondial. La SPILF, en France, c'est dernière mise à jour en 2007 quand même. Alors, il y a quand même un papier qui vient de sortir en 2020 des rhumatologues qui a repris toutes les arthrites, enfin, les antibiothérapies sur les arthrites. Mais il ne me semble pas qu'il y ait les spondylodycites, mais il faut que je vérifie. Bon, sinon, c'est l'orbénine et l'agenta en probabiliste. Les recos américaines pour les coccygram plus, eux, ils proposent plutôt Vanco ou alors hors AMM, mais c'est possible, hein, c'est ce que font les neurochirurgiens, l'inésolide ou Dapto. Pour les BGN, Ciflox ou Levo, ou cefepime, ceftriaxone, pipetazo. Donc voilà. Donc globalement, soit vous faites de la vanco-tazo, c'est ce qu'on fait nous par exemple, ou vanco-ciflox. En attendant, vous pouvez faire les prélèvements et puis mettre l'antibiothérapie probabiliste si vous êtes un petit peu frileux ou si le patient il est limite en attendant que vos prélèvements poussent. Généralement, une spondylodicite se traite hors complications 15 jours IV avec un relais après péros adapté aux germes de 4 semaines, donc 6 semaines au total. On va utiliser des antibiotiques qui sont adaptés aux micro-organismes, à l'antibiogramme, et on va choisir là-dedans des antibiotiques qui ont une très bonne pénétration osseuse, et les meilleurs, hein, c'est rifampicine, fluoroquinolone, les best-of, le Bactrim, l'acide fusidique en deuxième ligne, la dalacine aussi, l'amox, une bonne pénétration osseuse. Bon, tout ça, c'est toujours des fortes doses et donc des longues durées quand même. Hein. Alors justement, au niveau de la durée, avant, les spondylodicites, on les traitait souvent 12 semaines. Tout ça a été réduit depuis certaines études qui datent un petit peu maintenant, mais quand même, qui ont montré que finalement, 6 semaines étaient aussi bien que 12 semaines, là, dans une grosse série de 359 patients, qui étaient essentiellement de 41, enfin qui étaient faites essentiellement de patients qui avaient du Staph aureus, mais pas que, et qui étaient randomisés, donc, et donc qui avaient lancé un peu le pavé dans la mare, de dire bah, est-ce que ça vaut la peine de traiter 12 semaines? Eh bien non, 6 semaines ça fait. Mais alors après, c'était est-ce qu'il faut faire 6 semaines à tout le monde? Et là, petit à petit, au fil des études que je ne vais pas vous détailler là, mais que vous aurez l'occasion de regarder en détail, eh bien, ils se sont aperçus quand même qu'il y avait des groupes qui rechutaient, qui étaient à haut risque de rechute. C'était plutôt les insuffisants rénaux, ceux qui avaient des staphes multirésistants. Quand il y avait un abcès non drainé, donc finalement, il faut quand même avoir l'œil. Voilà, il y a eu d'autres... enfin, je vais un peu vite pour vous montrer que finalement, il y a dans ce carré orange, voilà, les patients qui ont plus de 75 ans, diabétiques ou insuffisants rénaux. Alors, ce n'est pas et ou, hein, c'est ou, qui ont des formes sévères extensives, qui ont un Staph aureus, surtout résistant, des BMR, dès qu'il y a du matériel. Hein, finalement, la spondylodicite était trop instable et qu'il a fallu mettre du matériel, il faut poursuivre au moins 3 mois. Voilà, il faut refaire les hémocultures évidemment si elles étaient positives, surveiller la douleur, les sepsis, la CRP, c'est le très très bon moyen de voir si ça évolue dans le bon sens. Et l'IRM, c'est souvent à long terme. On a tendance voulant les faire à 15 jours, on se fait engueuler par les chirurgiens. Voilà. Alors, l'immobilisation, justement, je peux te laisser en parler. Enfin, c'est souvent, ça se passe dans le service de médecine. C'est vrai que je voulais qu'on en parle parce que c'est un problème, l'immobilisation. Tous les les chirurgiens du rachis parfois ne sont pas tous dans l'immobilisation. Ce n'est pas un consensus de toutes les façons. C'est vrai. Donc, ça peut être pour vision antalgique. Oui, oui, tout à fait. Alors, le fait d'immobiliser une infection a un effet antalgique, et donc c'est vrai que ne serait-ce que pour ça, ça peut avoir un intérêt.
Après, c'est ce que tu as marqué, c'est que ça permet aussi théoriquement d'éviter une aggravation d'une déformation, notamment une déformation rachidienne progressive, et ça permet aussi de faire en sorte qu'il n'y ait pas de mouvement intempestif des patients. Donc, de fait, ça a aussi des fois un rôle un peu de protection. Ce qui est certain, c'est que, en fait, il n'y a pas de consensus sur l'immobilisation, sauf peut-être un peu en cervical ou en cervical, comme on a des atteintes qui sont des fois plus extensives et à plus risque neurologique, là, on est un peu plus enclin à mettre des minerves rigides, mais on utilise des immobilisations qui sont de façon un peu empirique. Toujours dans les recommandations françaises, en fait, on voit que tout dépend de la stratégie et du type de patient qu'on va avoir en face de nous, mais il est proposé des immobilisations, donc soit des minerves au niveau cervical, soit donc des corsets. Il y a différents types de corsets. L'idée, c'est d'avoir au moins au départ le temps de l'imprégnation antibiotique et d'avoir la limitation de l'extension osseuse, d'avoir un petit soutien. C'est pas quelque chose de très défini. Et les moyens, en gros, c'est cela. Ce sont des moyens de contention externe qui sont théoriquement rigides. Une ceinture lombaire n'a pas normalement trop d'intérêt ni de place dans une immobilisation d'une spondylodicite. C'est-à-dire que soit on fait quelque chose d'efficace, c'est-à-dire un vrai corset rigide, ou soit en gros on fait rien. Mais il est vrai aussi qu'en fonction des patients, puisqu'on a des patients qui sont immunodéprimés, qui sont des fois en surpoids, qui sont un peu âgés, elle n'est pas toujours bien tolérée, cette immobilisation. Et c'est vrai que même si ça peut être quelque chose d'intéressant, c'est pas quelque chose non plus sur lequel on va toujours se battre parce que il vaut mieux un patient qui soit compliant sur son traitement antibiotique que sur son corset, clairement. Mais clairement, parce qu'on a le cas parfois de patients qui sont allongés, donc qui n'ont pas mal, est-ce que quelqu'un qui n'a pas mal, et même quand il se lève pour aller faire sa toilette, n'a pas mal, est-ce qu'il y a des signes radiologiques? Est-ce que vous devez donner votre avis ou est-ce que finalement le clinicien, parce que souvent il est dans le service de médecine, doit... Je pense que c'est mieux qu'il y ait une concertation entre les médecins et les chirurgiens pour dire OK, le clinicien dit OK, je l'ai vu, il a pas mal, puis le chirurgien, idéalement, va aussi le voir d'ailleurs et donne son avis aussi sur la radio. Il dit OK, non seulement il a pas mal, mais ce n'est pas une lésion instable. À ce moment-là, on peut peut-être se passer d'immobilisation. L'immobilisation, elle est vraiment en cas d'instabilité, en cas de risque d'instabilité. Donc, toujours dans la stratégie thérapeutique, on a vu le traitement médical. On va donner juste quelques éléments de stratégie chirurgicale. Ça va dépendre d'un certain nombre de choses. Il se fait parfois en urgence, mais on a donc vu que c'était très rare. En urgence, quand il y a des troubles neurologiques, et à ce moment-là, il va falloir libérer les éléments neurologiques et éventuellement évacuer les abcès. Il est donc souvent retardé, ce traitement chirurgical. Il est retardé quand il y a une grosse déformation ou une grosse ostéolyse, quand il y a un risque neurologique, quand ça ne s'améliore pas sous antibio, ou alors à distance quand il faut traiter les complications, c'est-à-dire la déformation. La plupart du temps, ce traitement il se fait par voie postérieure, puisqu'il va entraîner une libération des éléments neurologiques par la minectomie, puis une fixation. Il faut aussi rappeler, après des fois un peu aux infectiologues, qu'il est possible secondairement de remettre des vis dans le dos, même si les gens ont une spondylodicite, c'est tout à fait faisable. Et on utilise aussi des stratégies antérieures quand l'infection est vraiment contrôlée d'un point de vue antibiotique pour stabiliser la colonne vertébrale. L'intérêt aussi de la chirurgie secondaire, c'est aussi des fois secondairement d'avoir une identification d'un germe par un abord la plupart du temps antérieur. Et vous avez ici un exemple d'un drainage d'un abcès où on voit que secondairement, en fait, là c'était une thoracotomie, on peut vider un disque complètement et avoir une identification bactériologique secondaire par l'évacuation de l'abcès. Récemment, les techniques mini-invasives ont permis encore d'autres approches puisque ça permet de les fixer aussi plus rapidement et à distance en limitant le dommage musculaire. Et ça, c'est assez intéressant. Ça évite aussi de ce fait le port de corset. Donc, c'est une stratégie à Marseille qu'on utilise de plus en plus. Et l'intérêt, c'est que ça permet aussi de réduire les déformations et secondairement de pouvoir stabiliser la colonne vertébrale. L'abcès en lui-même, du coup, il peut être soit vers l'arrière ou soit vers l'avant. Donc, tout dépend en fait de où il vient. Si les abcès antérieurs sont plutôt donc, de contiguïté, ils peuvent être délocalisés partout. C'est essentiellement du staph doré.
Et l'abcès épidural, du coup, il faut y faire un peu plus attention. Pourquoi? Parce que quand il va en arrière, il peut entraîner des signes neurologiques. Et à ce moment-là, on a un peu plus de facilité à aller ouvrir le canal et faire d'ailleurs des prélèvements au passage pour libérer les éléments neurologiques. Et l'association, évidemment, du drainage et de l'antibiothérapie permet une amélioration dans la majorité des cas, heureusement. On va peut-être finir un peu plus rapidement sur la spondylocystite tuberculeuse parce que c'est quand même quelque chose qu'il faut quand même garder en mémoire, mais qui n'est pas heureusement le plus fréquent. Il faut y penser devant l'évolution d'un tout syndrome rachidien subfébrile. La tuberculose, c'est quelque chose qui est connu depuis des années et des années. À l'heure actuelle, des terrains spécifiques, on l'a vu, des personnes âgées, des immunodéprimés, des gens qui viennent de pays en zone endémique importante. Et il faut pas oublier, parce que à ce moment-là, on a souvent des patients plus jeunes, il ne faut pas l'oublier. Donc, des signes inflammatoires. On a un retard diagnostique qui est souvent encore plus important que dans les spondylocytes non tuberculeuses. La radio, on a vu tout à l'heure que c'était un examen qui pouvait être intéressant, mais ce n'est pas non plus le meilleur examen. On voit des choses qui sont traditionnellement décrites dans les spondylocytes tuberculeuses, c'est la diminution de hauteur discale, mais surtout la cunéiformisation antérieure du corps vertébral. L'intérêt, c'est vraiment plutôt d'avoir une évaluation globale de la structure osseuse. De la même façon, en fait, que les spondylocytes non tuberculeuses, on va surtout faire des scanners qui pourront guider donc les biopsies et surtout des IRM, puisque c'est comme ça qu'on va pouvoir mettre en évidence les atteintes discales, les abcès et les potentielles complications neurologiques. Amélie, si tu peux peut-être dire un mot sur les examens autres que la radiologie. Oui, alors l'IDR, il ne faut pas l'oublier parce que tout le monde a tendance à faire des quantiférons maintenant parce que c'est facile, on fait une prise de sang. Le quantiféron n'a pas d'indication dans ce diagnostic de maladie tuberculeuse que serait le mal de Potte. C'est juste enfin, il n'a pas d'indication pour le diagnostic de maladie, mais c'est juste les cas contacts. Donc, l'IDR, elle garde tout son intérêt. Donc, faites des IDR. L'ABS, bon, voilà. La PCR, après, vous répète pas ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que s'il y a une suspicion de tuberculose, qu'il a une IDR plicténulaire, même si c'est quelqu'un qui vient de zone d'endémie, il a une IDR plicténulaire, il a je vais y arriver, un mal de Potte, à la radio, on fait une fonction vertébrale, il faut prévenir votre labo que vous cherchez la tuberculose pour qu'il fasse de la PCR. Attention aussi, je tiens à le dire, on peut avoir deux choses, c'est-à-dire la tuberculose plus un Staph aureus qui s'est greffé dessus. Hein, ça nous est arrivé plusieurs fois. Donc, ce n'est pas parce que il a eu un staph qui a poussé. Si il avait tous les arguments pour une tuberculose, il faut continuer à la chercher, quitte à refaire des prélèvements après avoir traité le staph. Bon, le diagnostic différentiel, oui. Au-delà de toutes les autres infections, hein, Ouais. parce que ça, les autres infections, c'est une chose. Des fois, c'est surtout confondu chez les patients âgés avec des atteintes secondaires, des métastases. Et ce qui oriente plus en faveur d'un mal de Potte, c'est la présence d'abcès, la fragmentation osseuse qui est visible au scanner et les atteintes du coin antérieur de la vertèbre. Ça, c'est plutôt évocateur. Après, c'est ce que disait Amélie, c'est qu'il faut aller rapidement à la biopsie et surtout pas oublier l'anapathe. C'est comme ça aussi qu'on va essayer de faire en sorte de distinguer les deux. Et l'anapathe a aussi un intérêt dans la tuberculose. Ah oui, en demandant la coloration des îles avant. Absolument. Il ne faut pas oublier l'anapathe non plus dans la tuberculose à proprement parler. La stratégie, elle va dépendre aussi du patient, évidemment. Ça revient un peu à ce qu'on a dit. Le plus important, c'est de rappeler toujours que ce traitement il doit être individualisé. Le traitement médical, du coup, il est toujours indiqué. Toujours le même, il n'a pas changé. Ça n'a pas changé depuis toutes ces années. Donc, traitement d'attaque avec les quadruples, antibiothérapie, puis après une bi-antibiothérapie. C'est juste la longueur. Quand une tuberculose osseuse, ça se traite minimum 1 an. Minimum. Voilà. Et puis, on va aller jusqu'à 16 mois. Et après, le traitement chirurgical, il est assez peu différent dans les mal de Potte que dans les spondylocytes non potiques. La seule différence, c'est que comme l'évolution est plus torpide, il y a beaucoup plus de déformations secondaires et où on est obligé des fois de faire des stratégies en 2 temps
parce qu'il y a une grosse destruction osseuse. Alors, l'indication, ben, c'est à peu près pareil que tout à l'heure, c'est les abcès, les troubles neurologiques, les instabilités ou les grosses déformations, ou alors ben, quand il faut arriver à mettre en évidence le germe parce qu'à la biopsie, on n'a pas réussi. Globalement, si on résume, on a fait un diagnostic, il n'y a pas de déficit et il n'y a pas de déformation en reste médical. S'il y a une grosse déformation, c'est de la chirurgie. Un déficit neurologique, évidemment, c'est plutôt chirurgical. Et si la déformation est modérée, on peut la surveiller et se laisser le temps de voir ce qui se passe. En termes de résultats, eh bien, heureusement aussi, ils sont bons, avec 95% de bons résultats, mais ils sont lents et on a souvent au début une aggravation radiographique, puis une amélioration secondaire. Et il faut quand même les surveiller parce qu'il y a des risques de séquelles neurologiques liées aux déformations notamment. Ce qui est important, c'est de se rappeler en gros que le mal de Pote, ben, en fait, il faut y penser. Hein, c'est plus ça, puisqu'il y a le risque de ne pas faire le diagnostic, mais après d'avoir une déformation rachidienne importante et donc un trouble neurologique. Et il faut les traiter longtemps. Heureusement, on en voit de moins en moins. Et il faut aussi penser que c'est une maladie à déclaration obligatoire. Donc, ne pas oublier tout ça. Je vais peut-être conclure sur la spondylodicite, Amélie ou... Bon, ben, c'est une infection du disque intervertébral chez les patients plus 60 ans, mais pas que. Hein. Le diabète, l'immunodépression, oui, c'est un facteur de risque. Voilà, vous aurez compris, il faut trouver le microbe avant toute antibiothérapie. L'antibiothérapie reste, dans la majorité des cas, suffisante pour traiter une spondylodicite. Pensez au mal de Pote. Le corset, on a vu que ce n'était pas si évident. Il n'y a pas de consensus, mais ça peut aider un peu. Et les indications chirurgicales, donc finalement, sont assez rares, soit dans le cadre de la démarche diagnostique, parce qu'il faut aller absolument chercher ce germe, ou soit en cas de troubles neurologiques, en cas d'ostéolyse, donc d'instabilité majeure, ou en cas d'abcès intracanalaire, évidemment. Voilà, on vous remercie de votre attention. Voilà. Et on est à votre disposition. On a tenu le temps, hein. Je pense à peu près. Donc, on est là pour les questions. Avec plaisir.